Tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis, midi, côte est des États-Unis. Vous êtes un peu plus de 270 à vous être inscrits aujourd'hui. Les webinaires de French Morning ne désemplissent pas. Merci de vous être connectés à l'heure. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, on est le média pour les Français aux États-Unis depuis maintenant 16 ans. Alors, on va voir aujourd'hui le parcours fiscal d'un expatrié français aux États-Unis. Le premier expert, ça va être Luc Maroubi, avocat en France en fiscalité patrimoniale internationale, et Jean-Philippe Sora, un habitué aussi des webinaires de French Morning, associé du cabinet franco-américain d'experts comptables Massa Consulting Group. Vous le savez, on est en direct sur les réseaux sociaux et sur Zoom. Donc, posez vos questions là où vous voyez la barre de questions. Et l'idée, c'est qu'on réponde à un maximum de questions dès qu'on a fini la présentation. Je vais démarrer par donner la parole à Luc et je pense que Jean-Philippe va aussi nous partager son écran. Et je reviens pour les questions. Bonjour à tous, Luc Maroubi, je suis avocat fiscaliste en France, donc je vais vous parler un peu de fiscalité française. En fait, on a cette relation de travail avec Jean-Philippe depuis maintenant 5 ans. On travaille ensemble sur des questions complexes de fiscalité France-US, France-Canada. On a développé ce regard croisé qui nous permet d'apporter des réponses à des questions complexes. Et on voulait du coup partager un peu nos expériences sur ce webinaire euh, sous forme un peu d'échange de ping-pong pour vous montrer que bah, la fiscalité, déjà, c'est une matière attractive. Et puis, la fiscalité doit se regarder de manière croisée quand on parle de fiscalité France-US. Je vais peut-être me présenter aussi. Certains me connaissent, certains sont déjà clients. Jean-Philippe Sora, je suis expert comptable en France, CPA américain, et le groupe Massat, les cabinets à New York, Miami, Mexico, Montréal et Toulouse. Et nous travaillons, comme l'a dit Luc, depuis 5 ans ensemble sur toutes les problématiques transatlantiques, fiscales transatlantiques de nos clients. Donc, sans plus attendre, je vais lancer le PowerPoint, la petite présentation. Hop, c'est parti. Voilà. Et donc, pourquoi je ne peux pas changer de... Ah si, c'est... Okay. Ah, je vais trop vite. Non, c'est bon. Excusez-moi. Donc, nous allons commencer par parler, puisque c'est le parcours fiscal d'un expatrié français. Quand nous utilisons le masculin, ça s'adresse aussi au féminin, c'est par simplicité. D'un Français aux États-Unis, nous allons commencer par la base, la notion de résidence fiscale lorsqu'on quitte la France. Donc, Luc, je te laisse attaquer pour la partie française. Alors, juste un propos introductif. Euh, L'ensemble de ces slides, en fait, répondent à des notions complexes et donc euh, chaque slide pourrait faire l'objet d'un webinaire à lui seul. Donc, on va être assez rapide, donc on ne pourra pas aborder tous les points. Mais par contre, ce qu'on va essayer de mettre en lumière, c'est des éléments qu'on a rencontrés, des éléments de notre pratique qui nous permettent d'avoir des pistes d'optimisation quand on travaille avec les clients. Alors, le principe de base, c'est qu'on a deux notions de résidence qui sont un peu distinctes puisqu'on a deux philosophies. La France, c'est la philosophie de la territorialité, c'est-à-dire vous êtes en France, vous êtes résident fiscal français, vous êtes imposable sur vos revenus de source mondiale. On verra que les États-Unis, c'est un peu différent. Bon, les critères de résidence, ils sont simples en apparence, mais en réalité, la mise en œuvre d'une analyse de résidence fiscale peut être très complexe. Les critères, c'est des critères successifs qui sont définis par le droit interne et par la convention fiscale. Le premier critère, c'est le foyer d'habitation permanent, c'est-à-dire le lieu où vous avez votre maison. Le deuxième critère, lorsqu'on ne peut pas identifier de foyer d'habitation permanent ou lorsqu'on a deux foyers d'habitation dans les deux pays, c'est le centre des intérêts vitaux. Et lorsqu'on n'arrive pas à déterminer un centre unique des intérêts vitaux, on passe
aux fameux 183 jours. Lorsque les 183 jours ne permettent pas de distinguer la résidence, on passe enfin à la nationalité. Et puis, dans des cas très complexes, on peut en venir à des procédures d'arbitrage qui sont régies par la Convention. Donc, encore une fois, c'est des questions de fait, la résidence fiscale. Il y a des situations très simples. Bah, vous avez votre visa américain, vous prenez le bateau, vous quittez votre résidence en France, vous êtes seul, vous prenez un appartement à New York, voilà, vous êtes résident fiscal américain et vous n'êtes plus résident fiscal français. Mais il y a des situations très complexes avec des résidences des résidences différentes entre les membres du couple, avec des foyers d'habitation dans plusieurs pays, avec des sources de revenus de plusieurs pays, etc. Et c'est dans le cadre de ces situations qu'on intervient avec Jean-Philippe pour déterminer de manière claire la résidence fiscale. Les pistes d'optimisation, il y en a beaucoup. Mais ce qu'on rencontre notamment, c'est le cas des couples mixtes, c'est-à-dire un des époux qui réside en France, un des époux qui réside aux États-Unis. Dans certains cas, attention, les critères sont un peu drastiques, mais dans certains cas, on peut bénéficier d'un avantage très significatif qui est que en France, on peut considérer le résident français comme bénéficiant du barème de son époux sans imposer les revenus, ce qui nous fait des gains en termes d'imposition qui peuvent être substantiels. Après, on a des Luc, stratégies. Ouais. il y a la connexion Internet qui a sauté quand tu as expliqué la dernière phrase. Tu peux juste la répéter? Alors, la dernière phrase. Le cas des couples mixtes. Exactement. Ouais. Le cas des couples mixtes, c'est assez intéressant. Donc, c'est un cas où, en fait, on peut, selon certaines conditions, faire bénéficier un résident fiscal la part du quotient familial et donc la progressivité de l'impôt de l'époux qui réside aux États-Unis sans faire rentrer les revenus de cet époux, notamment les revenus de source américaine. Ce qui fait qu'on peut avoir des économies d'impôt qui peuvent être substantielles. Mais ça, il faut mener une analyse juridique qui est un peu complexe. On a après des stratégies aussi en termes de date et de séquencement qu'il faut mettre en place avant un départ. Notamment, on peut gagner au regard de la progressivité de l'impôt, puisque si on fait un départ au 30 juin, on n'est pas imposé de la même manière qu'un départ au 31 décembre. Voilà. Tout ça, c'est des situations qu'on regarde avec Jean-Philippe, parce que du côté américain, la notion de résidence est un peu différente. Justement, comme l'a expliqué Luc, en France, il y a des critères, il y a aussi une qualification des faits, alors qu'aux États-Unis, il y a des critères, vous y répondez, vous êtes résident fiscaux. En fait, il y a des tests. Le premier, c'est le gris. Bon, premier de tous, vous êtes US citizen, comme vous le savez certainement. Même si vous habitez à l'étranger, vous devrez continuer à déclarer aux US. Le Green Card Test correspond un peu au test de résidence, enfin de citoyenneté. Si vous êtes titulaire d'une Green Card, alors vous êtes considéré comme résident ou résidente fiscale américaine. Ceci, même si vous vivez à l'étranger. Attention, ça ne veut pas dire, par exemple, vous vivez en France, vous avez une green card, ça ne veut pas dire non plus que vous n'êtes pas résident fiscal français. Ça veut simplement dire que vous devrez continuer à déclarer aux États-Unis. Donc ça, c'est assez évident parce que la plupart des contribuables le savent. Surtout, ils se renseignent avant de prendre la green card ou la nationalité. Mais il y a un autre test que les gens connaissent moins, qui s'appelle le Substantial Presence Test, où là, on va reprendre les 183 jours dont parlait Luc tout à l'heure, mais au lieu de les calculer sur une année, donc une année fiscale, 1er janvier 31 décembre, on va les calculer sur 3 ans, avec une année de l'année N égale, enfin un jour, pardon, de l'année N égale un jour de l'année N-1 égale un tiers de jour, un jour de l'année N-2 est un sixième de jour. Et quand on additionne tous ces jours-là, si on dépasse les 183 jours, bah à ce moment-là, on va être considéré comme résident fiscaux américain. Donc il faut faire attention pour ceux qui voyagent beaucoup. Si certains d'entre vous
qui nous écoutent ont de la famille aux États-Unis, ils sont français, ils vont aux États-Unis pour voir la famille plusieurs mois par an, eh bien, ils peuvent tomber sur le coup du Substantial Presence Test. Et donc, l'IRS peut leur demander de faire une déclaration de résident fiscaux américain. Et nous allons le voir tout à l'heure, c'est une déclaration qui peut être assez lourde, tant en termes de compliance que de conséquences. Pour éviter ça, si vous faites partie de ces catégories de personnes qui vont voir de leur famille aux États-Unis pendant plusieurs mois par an, vous pouvez utiliser le dernier point du slide, le Closer Connection Test, c'est-à-dire dire à l'IRS, OK, je passe plus de 183 jours, mais en fait, je ne dois pas être considéré comme résident ou résidente parce que la plupart de mes attaches sont en France ou dans un autre pays. Quand on parle des attaches, on va rentrer dans tout le détail de votre patrimoine, où sont vos comptes bancaires, où avez-vous le droit de vote, où avez-vous un permis de conduire, où avez-vous des cartes de crédit, où avez-vous des lignes de téléphone. On va dans tous les détails pour montrer à l'IRS que effectivement, eh bien, même si vous passez beaucoup de temps aux États-Unis, toute votre vie est ailleurs. Et ça, ce n'est pas à prendre à la légère, parce que si et pour utiliser ce Closer Connection Test, et donc c'est un formulaire à remplir, il faut faire une déclaration de non-résident américain à laquelle on ajoute ce formulaire de Closer Connection Test. Et si on ne le fait pas, de fait, l'IRS va vous considérer comme résident américain, même si vous n'avez pas de visa, d'accord, même si vous êtes en ESTA. C'est important de le garder en tête. Et pour suivre le nombre de jours, il y a quelque chose de très simple. Vous tapez I-94 sur Google, ça va vous amener sur la page du Homeland Security avec votre passeport. Vous allez pouvoir calculer, vous aurez tout le détail de vos entrées et sorties du territoire et vous pourrez calculer le nombre de jours. Voilà pour les bases de la résidence fiscale. Est-ce que je peux changer de slide? Voilà, c'est bon. Donc maintenant, Luc, je te laisse Oui, continuer avec l'exit tax. merci. Avant le transfert du coût de la résidence, on a la question de l'exit tax. Alors, l'exit tax, c'est un nom un peu qui fait peur. À quoi ça correspond? C'est la taxation par la France de vos plus-values latentes sur vos droits sociaux, principalement. Immobilier est exclu du régime. En gros, ça concerne les chefs d'entreprise, ça concerne les gens qui ont un patrimoine en titre qui est relativement substantiel. Bon, pour faire simple, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout le mécanisme, mais l'exit tax pour quelqu'un qui part aux US, c'est une contrainte déclarative, mais en règle générale, ce n'est pas une contrainte en termes d'impôt. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que euh, le régime de l'exit tax a été allégé sous Macron. Il est aujourd'hui en fait assez réduit et on a un dégrèvement qui est assez rapide, ce qui nous permet de ne pas y rentrer dedans parce que ce qu'il faut voir, c'est que l'exit tax, c'est un impôt à fond perdu. Parce que du point de vue américain, il entre en non-valeur, d'une part, et le transfert de résidence n'est pas un step-up de vos bases fiscales. Donc, c'est un impôt qu'il faut éviter de payer puisque vraiment, ça ne sert à rien. Mais le problème, c'est que on a aujourd'hui quand même un débat au niveau législatif sur le retour à l'ancien régime, qui était un régime avec un dégrèvement au bout de 15 ans. Euh, Vous m'avez perdu là? Non, on est là, pas de Non, c'est problème. bon. Non, non, OK. non, non. Désolé, je pensais vous avoir perdu avec l'exit tax. Et du coup, il faut quand même être attentif à la loi de finances parce que on a toute une partie majoritairement à gauche qui pousse pour un retour de l'exit tax dur pour éviter l'expatriation des gens avec un certain patrimoine. Euh, voilà. C'est, il y a finalement assez peu de contribuables qui viennent nous voir en partant aux États-Unis pour l'exit tax parce qu'en règle générale, quand vous partez aux États-Unis, vous êtes en début de carrière, vous n'avez pas forcément un patrimoine mobilier très important, mais on rencontre parfois des cas où on doit gérer notamment les obligations déclaratives.
Ce qu'il faut voir aussi, c'est que, un petit warning, c'est utilisation de holding. Quand on a fait un apport cession, quand on a fait un apport, on a une holding française. Voilà, exit tax, il faut l'avoir à l'esprit parce que là, pour le coup, c'est plus complexe. On n'a pas de dégrèvement. On doit avoir recours à des stratégies de transmission donation pour l'effacer. Voilà. Du coup, notre dernier petit focus sur le départ de France, c'est l'assurance vie parce que ça, c'est un grand classique. Vous avez tous une assurance vie. Pourquoi? Parce que bah, c'est le produit phare français en termes de fiscalité. C'est un produit qui est très intéressant en termes de transmission notamment. Mais attention, quand vous arrivez aux États-Unis, il va falloir faire attention à votre assurance vie parce que le régime de l'imposition est assez complexe. Exactement, exactement. Aux États-Unis, en général, quand je parle à les clients, que je leur explique que quand nous parlons des actifs étrangers, parce que vous allez le voir, hein, quand on devient résident fiscal américain, il faut déclarer au fisc américain, à l'IRS, l'ensemble de ces actifs étrangers, donc non américains, incluant bien sûr les assurances vie, avec une fiscalité qui va leur être propre. Que dit l'IRS à ce propos? Ben, c'est très simple. Vous devez déclarer votre assurance vie, sinon risque de pénalité de 10 000 dollars. Donc là, c'est une obligation de compliance. Mais d'un point de vue fiscalisation du contrat, il y a deux options. Première option, là, donc là, on n'est plus du tout sur de la fiscalité française où il n'y a pas de fiscalité sur les gains rapportés par le contrat. Aux États-Unis, on ne considère pas l'assurance vie comme une assurance vie, puisqu'il n'y a pas de notion d'assurance en fait, mais on la considère comme un placement financier. Et qui dit placement financier dit fiscalité associée, d'autant plus si le placement est étranger. Et donc, on va avoir deux options. La première option est de dire à l'IRS, bon voilà, j'ai mon assurance vie, donc ok, je suis compliant, et je vais choisir de m'imposer tous les ans, de manière volontaire, sur le plus élevé entre la prise de valeur de mon contrat de manière annuelle, donc on prend valeur 31 décembre, moins valeur 1er janvier, moins ben, les abondements que vous auriez fait, ok, ça nous donne un montant qui va être taxé comme des intérêts, donc à votre taux ordinaire, ou les intérêts, les revenus perçus réellement sur le contrat. Donc on a soit cette première option s'impose sur le plus élevé entre prise de valeur du contrat ou intérêt, dividende, plus-value qui serait versé au sein du contrat. À ce moment-là, on a imposé à son taux ordinaire du moment, okay, donc son taux marginal du moment. Et l'autre option, qui peut être intéressante, mais à prendre avec des pincettes, est de dire à l'IRS, alors voilà, moi, j'ai un contrat d'assurance vie, mais je ne veux pas m'imposer d'année en année sur la prise de valeur du contrat. Donc là, ça paraît super. Mais évidemment, à toute bonne chose, il y a une contrepartie. L'IRS vous dit pas de problème, mais le jour où tu auras un événement fiscal, donc un événement fiscal, c'est en gros vous retirez du cash de l'assurance vie. À ce moment-là, il va falloir revenir en arrière depuis soit la valeur du contrat à votre date d'arrivée aux États-Unis ou s'il a été créé, ouvert a posteriori pendant que donc soit la valeur que vous avez mis sur le contrat lorsque vous avez lorsque vous l'avez ouvert, vous allez revenir en arrière, vous allez calculer les variations de valeur du contrat de manière annuelle. Vous allez vous retrouver imposé à votre taux maximum du moment. Donc, enfin, c'est pas votre taux, le taux maximum du moment. Aujourd'hui, en ce moment, c'est 37%. Peut-être que ça augmentera. Biden a voulu le faire augmenter. Pour l'instant, c'est pas passé, mais c'est dans les papiers. Donc, vous vous retrouvez imposé à 37%, plus vous allez payer des intérêts de retard. Donc, si vous avez pris cette option, et l'option, évidemment, ce serait trop facile, est irrévocable. On ne peut pas changer d'une année sur l'autre. Vous prenez la première année, et puis après, votre contrat sera traité comme ça bah, jusqu'à la fin de votre vie fiscale américaine, si vous en avez eu. C'est donc, si vous dénouez votre contrat ou vous avez un événement fiscal au bout d'un ou 2 ans, c'est pas très grave. Si vous le faites au bout de 20 ans, entre les taux maximum d'imposition et les intérêts de retard, bah, en fait, votre contrat va être complètement anéanti. Vous allez tout donner à l'IRS. Je l'ai déjà vu. Donc, je parle en connaissance de cause sur un client. Donc, la stratégie de ne
pas se faire imposer d'année en année va être intéressante pour les personnes qui sont là de manière temporaire. Vous venez aux États-Unis, mais et vous savez absolument que vous allez partir, alors vous faites le choix de ne pas vous imposer d'année en année. Mais si vous n'en êtes pas certain, et c'est souvent le cas de beaucoup de monde, alors à ce moment-là, il vaut mieux se faire imposer de manière annuelle. Et le cas, l'assurance vie est un traitement particulier. Il faut savoir qu'en gros, chaque type d'actif financier que vous allez avoir hors de France aura un traitement différent. Exemple simple, ceux qui ont des livrets A, PEL, LDD, enfin tout ce qui est compte livret rémunéré, ça n'est pas fiscalisé en France, c'est fiscalisé aux États-Unis. Voilà. Les PEA ont encore une autre façon d'être fiscalisés, les comptes titres, pareil. Donc, attention, si vous avez un gros portefeuille financier français, bien, il va falloir appréhender la fiscalité américaine qui va être associée. Et surtout, ne croyez pas que vous ne devez pas déclarer aux États-Unis parce que vous devez tout déclarer. Et l'IRS a l'information. Les banques françaises leur envoient l'information. Donc, ne pensez pas, n'essayez pas de jouer au plus malin avec eux parce qu'ils vont vous attraper. Et les contrôles fiscaux euh, pleuvent en ce moment. Il y en a énormément. Biden a dit il y a 1 an et demi ou 2 ans qu'il allait injecter du cash dans l'IRS. Il l'a fait. Il y a beaucoup, beaucoup de contrôles. Voilà. Donc, hop. Maintenant, vous avez appréhendé tout ça. Vous avez déterminé votre résidence fiscale. Vous savez, vous avez payé votre exit tax s'il y en avait à payer en France. Vous arrivez aux États-Unis. Luc, comment est-ce que ça Ouais. va se passer d'un point de vue Alors du français? coup, là, vous changez de régime d'imposition. Vous étiez sur un principe de mondialité, vous passez sur un principe territorial pur, c'est-à-dire vous ne payez en France que sur les revenus de source française et que sur certains revenus. Notamment les plus connus, c'est l'immobilier, on a les pensions, un peu les dividendes dans certains cas, euh, voilà. Et les plus-values immobilières, bien entendu. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première année, vous allez devoir déposer 2 déclarations. Une déclaration résident jusqu'à la date de votre départ et une déclaration de non-résident. C'est ça qui va structurer votre transfert euh, au centre des non-résidents français. Attention, je rencontre encore beaucoup de clients qui oublient de faire ces 2 déclarations, qui oublient de déclarer leur nouvelle adresse et donc qui restent affiliés à leur centre des impôts locaux. Ça, c'est assez problématique parce que l'imposition n'est pas du tout la même. En France, on a un barème progressif qui part de 0, alors que quand vous êtes non résident, vous avez un barème qui part de 20, puis qui monte à 30 rapidement. Donc, l'imposition n'est pas exactement la même. On ne bénéficie pas aussi des crédits d'impôt, on ne bénéficie pas de certaines réductions d'impôt, etc. Donc, attention, bien déclarer votre adresse et quand vous ne l'avez pas bien fait, bah, vous venez me voir et on régularise auprès du centre des non-résidents. En règle générale, on bénéficie de la clémence des services des impôts si on fait ça de manière spontanée. Bon, du coup, vous allez toujours, mauvaise nouvelle, être imposé en France sur vos revenus de source française. Mais les États-Unis vont sans doute vous octroyer un crédit d'impôt. Exactement. Donc, j'enchaîne sur la partie euh, résidence fiscale américaine. Vous arrivez en cours d'année aux États-Unis. Eh bien, qu'est-ce que vous devez faire? Comment est-ce que vous allez être considéré? Tout dépend de la temporalité, en fait. Vous pourrez être considéré comme résident toute l'année, même si, donc en gros, si vous dépassez le Substantial Presence Test, même si vous n'avez pas, si vous étiez en France avant, et donc si vous êtes résident fiscal toute l'année, comment ça va se passer? On va déclarer aux États-Unis vos revenus de source mondiale, puisque les États-Unis, comme la France d'ailleurs, tu m'arrêtes si je me trompe plus, mais impose sur les revenus mondiaux quand on est résident fiscaux, avec des jeux de crédit d'impôt, comme en parlait Luc, on va rentrer dans le détail un peu plus tard. Donc on déclare tout ça à partir évidemment de votre date d'arrivée aux États-Unis, mais aussi, et bien souvent sur option, vos revenus français avec des jeux de crédit d'impôt pour annuler l'imposition américaine.
ce qui peut être plus intéressant qu'un autre mode déclaratif qui est offert par l'IRS la première année d'arrivée, qui est le mode dual status. Dual status, qu'est-ce que c'est? C'est en gros quelqu'un qui arrive et qui est non résident une partie de l'année, résident une autre partie de l'année. À ce moment-là, si on choisit ce mode de déclaratif-là, on oublie toute la partie française, d'accord, puisqu'on était non résident, et on déclare aux États-Unis uniquement les revenus mondiaux gagnés après la date d'arrivée aux États-Unis et jusqu'à la fin de l'année. Ça peut paraître intéressant, mais à ce moment-là, si vous êtes marié, par exemple, vous n'avez pas le droit de faire une déclaration jointe avec votre conjoint ou votre conjointe, et donc vous perdez, vous retrouvez dans des tax brackets qui vont être plus resserrés, ce qui peut être dommageable parce que généralement dans un couple marié, c'est un des deux qui s'est fait muter, qui a un salaire la première année, l'autre n'en a pas, et donc celui qui porte le salaire va se retrouver imposé plus ou moins lourdement, alors que eh bien, l'autre personne du couple ne paiera aucun impôt. Si on file jointly, on se retrouve dans des tranches d'imposition beaucoup plus larges. Et sur le dual status, on perd aussi le droit à ce qui s'appelle la standard deduction. Donc ça, c'est un abattement automatique qui est appliqué sur votre base imposable en 2022, il était de 12 950 $. En 2023, pour l'année 2023, il va augmenter, il sera au-delà des 13 000. Donc on est en couple, 12 950 fois 2, ça commence quand même à représenter un certain montant sur lequel on n'est pas imposé. Donc c'est une situation qui est pas évidente. Évidemment, la gérer seule, c'est pas facile. Donc nous, en général, ce qu'on fait, on va faire 2 simulations. Si toutefois on peut utiliser le full year resident, on va faire deux simulations que nous allons proposer aux clients. Et évidemment, en général, il choisit la plus avantageuse d'un point de vue, d'un point de vue fiscal et financier. Donc ça, c'est pour le fédéral américain. Et puis au niveau des États, là, les règles sont simples. Vous devenez résident le jour où vous avez déménagé aux États-Unis. Enfin, où vous avez déménagé, pardon, excusez-moi, dans l'État. Et l'État, la très grande majorité des États imposent aussi sur les revenus mondiaux. Donc l'État ne vous impose qu'à partir du moment où vous avez aménagé dans l'État. Pour l'élimination des doubles impositions, dont parlait Luc tout à l'heure. Le schéma classique, c'est une personne donc, qui a de l'assurance vie en France, mais qui va aussi potentiellement avoir un bien immobilier qui va être loué. Et donc le bien immobilier, comme en parlait Luc, va être soumis à fiscalité française avec 20% d'impôt sur le revenu ou 30 plus 17,2 de prélèvements sociaux, ce qui représente un minimum un package à 37,2%. Côté américain, on va venir déclarer ces mêmes revenus fonciers et on va demander au niveau fédéral un crédit d'impôt équivalent aux impôts français qui ont été payés. Donc normalement, l'impôt français couvre l'impôt américain. Mais au niveau des États, il y a un très grand nombre d'États qui ne reconnaissent pas les impôts payés à l'étranger, donc payés hors des États-Unis. Et là, il y a une possibilité de double imposition. Pour en finir juste, c'est très rapide, et pour en finir juste avec les obligations déclaratives, donc on déclare, on est résident fiscal américain, les revenus mondiaux, mais on déclare aussi tous les actifs étrangers, les actifs financiers, donc tous les comptes bancaires. Il y a des obligations qui s'appellent le FBAR, le nom du formulaire exact est le FIN 114. Il faut déclarer tous ces actifs financiers, et je dis bien tous, du moment que leur valeur cumulée à n'importe quel moment de l'année a dépassé 10 000 $. Alors bon, maintenant, on est plus chanceux, mais jusqu'à mars 2023, les personnes qui ne le faisaient pas avaient un risque de pénalité de 10 000 $ par compte non déclaré et par année. Maintenant, suite à un procès, la Cour suprême a indiqué que c'était illégal et c'est 10 000 $ pour le formulaire au complet, mais il va falloir quand même s'attendre à beaucoup plus de contrôle de la part de la l'IRS. Donc ça, c'est pour les actifs étrangers. Et pour tout ce qui est part de société étrangère, hop, alors excusez-moi, voilà, il y a d'autres obligations que nous allons vous détailler ici. Luc, je te laisse la parole. Alors, l'investissement immobilier, c'est un peu le cœur du réacteur parce que c'est souvent la porte d'entrée pour venir nous consulter. Soit que vous ayez déjà de l'immobilier, soit que vous envisagiez de faire un investissement immobilier. Ce qui est important, c'est de réfléchir en amont ensemble et d'adapter la stratégie en fonction des situations qui se présentent. Est-ce que vous voulez rester longtemps aux États-Unis? Quel est le montant de votre investissement? Est-ce que vous voulez financer en dette? Est-ce que vous voulez transmettre? Voilà. Tout est différent.
Ce qu'il faut voir, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions en France sur le régime de la location et notamment le régime de la location meublée. Aujourd'hui, dans la loi de finances, on a eu une petite modification. C'est la fin de l'abattement de 70% dans certains cas pour les LMNP saisonniers. Bon, c'est une modification pas structurelle, très faible, mais en réalité, derrière ça, il y a une réflexion globale pour modifier en profondeur le statut de la location et notamment de la location meublée. Parce que on a aujourd'hui le législateur qui pousse très fort pour sortir Airbnb du LMNP parce qu'il considère que, enfin, le lobby hôtelier le pousse à considérer que il y a via le LMNP un régime trop favorable au Airbnb et les Airbnb sont des problèmes pour la gestion de la location longue durée. Voilà. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des réformes de grande ampleur dans l'avenir. C'est en tout cas ce qui se dit dans la place. Il faut être attentif et il y aura des stratégies d'adaptation. Alors, pour faire simple, on a deux grands types de structures. On a la location en direct, qui est soit une détention par un individu de l'immeuble, soit une détention en indivision, et la location via des sociétés. La location en direct a un avantage de simplicité qui, de l'autre côté, est compensé par beaucoup de facultés de structuration en termes de transmission. La location en direct, on a deux types de location. On a le revenu foncier et la location meublée. Le revenu foncier, quand vous êtes résident fiscal américain, d'un point de vue français, c'est très taxé. Comme vous disiez Jean-Philippe, c'est 37,2 minimum d'imposition. Quand vous montez à la tranche 30%, on passe à 47,2, donc 50% d'imposition. Du côté américain, le problème, c'est que la fiscalité n'est pas forcément la même puisque la base d'imposition n'est pas la même et on a du coup des cas où on a ces crédits d'impôt qui vont tomber en non-valeur. C'est ça, Jean-Philippe? Pas tout à fait. Enfin, oui, sur le court terme, oui, ouais, tout à fait. Ouais, sur le court Mais terme. sur le long terme, non. Ouais. Effectivement, parce que côté américain, vous avez fait des choix fiscaux côté français. Vous traversez l'Atlantique, on va déclarer, si vous détenez le bien en direct, puis après avec Luc, nous allons rentrer dans le cas de structure juridique, mais quand vous déteniez le bien en direct, on va le déclarer selon les modalités américaines. Et quelles sont-elles? Assez simples, ce sont les loyers encaissés, moins toutes les charges afférentes à la location, donc incluant les intérêts d'emprunt, les frais d'agence, les frais de copropriété, et en plus, on va amortir le bien. Okay, donc, on va amortir le bien d'un point de vue fiscal et la durée d'amortissement va dépendre de la date de mise en location du bien. Si c'était avant 2018, la durée d'amortissement est de 40 ans. Si c'est après 2018, elle est de 30 ans. Parce que le bien est à l'étranger. Si le bien est aux États-Unis, elle est de 27 ans et demi. Et ça ne change pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Vous avez acheté un bien l'équivalent de 300 000 $. Vous l'avez mis en location bah, là, hier ou aujourd'hui même. On va l'amortir sur 30 ans, donc on fait 300 000 divisé par 30, ça vous donne 10 000 $ qui vont être déduits de vos revenus fonciers. Si, côté français, vous avez payé des impôts sur ces revenus fonciers, mettons à 37,2 comme le disait Luc, ou pire encore à 47,2. Côté américain, vous êtes avec votre perte fiscale, donc bah, pas d'impôt à payer. Par contre, on va quand même les comptabiliser, les conserver. Ils vont s'ajouter et d'année en année, en fait, vous créez un petit bagage, une réserve de crédit d'impôt. Et le jour où vous allez vendre le bien, si en France, vous avez un impôt sur la plus-value qui est annulé dû à l'abattement pour durée de détention ou un impôt qui est moindre que l'impôt américain, eh bien, à ce moment-là, vous allez dire à l'IRS, bah, attendez, moi j'ai payé, il me reste 50 000 $ d'impôts français, de crédit d'impôt français que je n'ai jamais utilisé. Donc, je vais les utiliser pour venir payer mon impôt sur la plus-value. Attention, comme je le disais tout à l'heure, ces crédits d'impôt seront valables au niveau fédéral,
mais ne seront pas tout valables dans tous les États. Donc, il y aura des États où il y aura surimposition. Voilà. En effet, donc la stratégie est différente si vous comptez vendre lorsque vous êtes résident fiscal américain ou non. Alors, du coup, le plus simple, c'est de passer en location meublée. Alors, ça ne convient pas à tous les biens, bien entendu, mais la location meublée, c'est en gros, pour faire schématiquement, le même régime que l'imposition aux US, ce qui fait qu'on a à peu près une équivalence des résultats, à peu près zéro en fonction des typologies d'investissement. Et donc, on ne paye pas d'impôt sur le revenu on ne payera d'impôt sur le revenu qu'en cas de plus-value et à condition que cette plus-value ne soit pas exonérée, puisqu'en France, on a une exonération au bout de 30 ans. Donc, c'est le Graal, on va dire, de l'investissement locatif. Attention, la location meublée non professionnelle, il y a un seuil qui est fixé à 23 000 euros de recettes. Et donc, si on dépasse, on rentre dans une fiscalité beaucoup plus complexe qui est la location meublée des professionnels. Donc ça, il faudra venir nous voir en cas de dépassement, il y a des stratégies d'adaptation parce que c'est un régime qui a ses atouts, mais qui a aussi beaucoup de problématiques à gérer, notamment en termes de transmission. Alors, ensuite, on passe aux sociétés. Sociétés, on en a identifié trois, il y en a bien entendu plus, mais en gros, c'est la SCI transparente, c'est la SCI classique française. La SCI transparente, c'est les revenus fonciers. Pas de location meublée en SCI transparente. Ok. Euh, c'est les inconvénients de la location en direct, revenus fonciers. Donc, une forte imposition du côté français. Et du côté américain, Ouais. Côté américain, il faut savoir que la SCI, l'IRS la considère comme un partnership étranger. D'accord? Donc, on garde la transparence fiscale dont a parlé Luc à l'instant. Et puis, on va potentiellement, enfin, on va avoir des obligations déclaratives supplémentaires. Euh, Ce que je vais expliquer là concerne toutes les parts de sociétés étrangères, donc non américaines. Donc attention, ça ne s'applique pas qu'à la SCI, ça va s'appliquer à aux deux autres formes de sociétés dont nous allons parler. Si vous détenez 10% ou plus d'une société étrangère, à ce moment-là, il va falloir retranscrire les états financiers de la société, qu'elle soit SCI, SARL, SAS, SASU, EURL, dans votre déclaration américaine. D'accord? Et ces 10% sont calculés en prenant en compte la notion de constructive ownership qui prévoit que d'un point de vue compliance, donc plus pour le calcul de ces 10%, on va ajouter donc vos parts détenues en nue propriété, pleine propriété ou usufruit, plus celles de vos parents et de vos enfants. Donc souvent, pour les sociétés familiales, on va se retrouver avec une personne qui peut avoir 5% en nue propriété, les parents et donc un frère ou une sœur qui a 5% aussi. Les parents ont l'usufruit sur 10% et puis la pleine propriété sur 90%. Donc il est considéré que le contribuable américain détient 100% de la société d'un point de vue compliance. Donc il doit retranscrire les états financiers de la société dans sa déclaration de revenus. Donc ça, c'est pour la compliance. Jusqu'à récemment, le défaut de compliance était puni de 10 000 dollars de pénalité. Là, il y a une fenêtre de tir de quelques mois pour laquelle il n'est pas puni du tout parce que là aussi, ça a été jugé anticonstitutionnel par la Cour suprême. Et pour tous ces changements, il faut remercier un monsieur qui est un Roumain américain, qui a beaucoup d'argent et qui a fait un procès à l'IRS pour les parts de société, pour les comptes étrangers. Bon, évidemment, tout ça va changer et l'IRS va rendre constitutionnel, mais bref, il faut déclarer parce que les pénalités vont revenir. Donc, on déclare, on retranscrit les états financiers et puis après, on va déclarer les revenus fonciers tirés de la SCI. En fait, on on fait une déclaration de partnership étranger pour la SCI. On intègre tous les éléments français et en plus, à l'intérieur de ce partnership étranger, on va appliquer les modalités américaines, à savoir l'amortissement. Côté américain, le bien immobilier détenu par la SCI va être amorti. Donc, on va bénéficier du même, euh, du même avantage fiscal que s'il est détenu en direct.
Voilà. Et on ne va vous imposer, si jamais il y a résultat positif ou même s'il y a perte, que sur les parts que vous détenez réellement. On ne prend plus en compte le constructive ownership dont je parlais tout à l'heure. Donc, on a la compliance et l'imposition, deux choses, deux modalités de calcul, en quelque sorte, qui sont différentes d'un point de vue américain. Luc, Du je coup, laisse après, on passe continuer sur le CRA. aux deux autres structures qui, du coup, vous allez voir, sont plus complexes, notamment d'un point de vue américain. Alors, d'un point de vue français, on a la SARL de famille qui nous permet de faire la location meublée dans une société avec le régime du LMNP, donc transparence fiscale. Mais vous allez voir, du côté américain, c'est très compliqué. Et après, on a la SCI IS ou la SAS. Là, le gros avantage, c'est qu'on est soumis à la fiscalité IS. En gros, on ne paye pas d'impôts pendant la durée de l'investissement et on payera des impôts à la sortie. Alors là, c'est un peu complexe parce qu'à la sortie, ça dépend si vous vendez les parts, ça dépend si vous vendez l'immeuble. Mais encore une fois, problématique de double imposition chez Jean-Philippe. Exactement, parce que une SARL familiale, si je ne me trompe pas, elle est soumise à l'impôt sur le revenu, sauf que les États-Unis, pour la détermination de la fiscalité liée à une société étrangère, se base sur sa nature juridique et non sa nature fiscale. Donc, la SCI tout à l'heure, la SCI alliée, on l'a vu tout à l'heure, euh, est transparente fiscalement, donc partnership étranger. Une SARL, c'est une société qui, euh, qui a un capital avec des actions et donc, à ce moment-là, l'ARS vous dit, bah, côté américain, ça n'est pas la société n'est pas transparente fiscalement, comme en France. Donc, elle va être soumise à l'impôt sur les sociétés, car pour nous, c'est l'équivalent d'une C-Corp. Donc, c'est un autre formulaire. Et à ce moment-là, vous pouvez vous retrouver avec, comme disait Luc, vous payez des impôts en France sur votre code-part du résultat de la société. Côté américain, vous n'avez pas à en payer parce que la société est considérée comme soumise à l'impôt sur les sociétés. Donc, vous avez un risque de double imposition parce que le jour où vous allez retirer du cash de la société, côté français, bah, finalement, Luc, je pense que C'est comment est-ce que transparent. c'est considéré d'ailleurs? Ouais, c'est transparent, tu ne payes La pas distribution d'impôt. est transparente, donc il n'y a pas d'imposition. Voilà. Alors que côté américain, on va considérer ça comme des C'est un dividendes qui vont dividende. être imposés. Donc, pour éviter ça, ce qu'on peut faire, c'est ce qui s'appelle une check the box election. C'est-à-dire qu'on dit à l'IRS, OK, c'est effectivement une C-Corp, mais nous souhaitons la considérer d'un point de vue fiscal américain comme un partnership et à ce moment-là, on retrouve l'effet de la transparence. Mais ce sont des choses à mettre en œuvre, évidemment, assez rapidement après votre arrivée aux États-Unis. Et pour le cas de la SCI qui serait à l'IS, ben, c'est exactement la même chose. En fait, en France, la société paye son impôt sur les sociétés. Côté américain, c'est un partnership, il ne paye pas d'impôt, donc on a potentiellement de la double imposition. Si on fait une check the box selection, mais dans l'autre sens cette fois-ci, pour dire à l'IRS, ben, en fait, on veut que d'un point de vue fiscal, ce soit considéré comme une C-Corp, c'est tout à fait possible. Et à ce moment-là, on retrouve les mêmes effets fiscaux des deux côtés de l'Atlantique. Après, je vous passe, je fais juste une petite parenthèse très très rapide, excuse-moi Luc, sur Vas-y. ceux qui auraient des parts de SARL, SAS ou SA soumises à l'IS en France. Et donc, finalement, la nature juridique suit le fiscal. Côté US, on a la même chose. Il faut faire attention à un élément côté américain qui s'appelle la guilty tax. C'est Trump qui l'a mis en place et pas par cette guilty tax. En fait, il disait surtout au début quand il l'a mis en place, bah, vous allez vous retrouver imposé sur votre quote-part du résultat de la société, même si vous n'avez rien perçu. D'accord? Donc la société fait un résultat fiscal, mettons fait un résultat de 100, vous avez 15% du capital. Euh, eh bien, l'IRS considère que vous devez être imposable sur 15 à votre taux ordinaire, donc pas de taux plus avantageux. Puis, face à une levée de bouclier, il a modifié la loi, donc il y a des moyens de faire sauter, voire très grandement minimiser la guilty tax. Mais ça, là aussi, ça peut faire l'objet d'un webinaire à part entière, j'en ai déjà fait. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, vous aurez nos coordonnées Mm. à la fin de la présentation. On le Oui, rencontre notamment voilà, avec je voulais Jean-Philippe. Ah ouais, juste rapidement, désolé Romain, vas-y. parce qu'on a plein de questions qui tombent, vous en faites pas, on va essayer de répondre à toutes les questions à la fin. Et aussi, on va partager avec vous un QR code à la fin qui va vous permettre de prendre rendez-vous à la fois avec Luc et Jean-Philippe en même temps. Donc, restez bien jusqu'à la fin pour ça. Merci. Luc, je te repasse la parole. Oui, non, je disais juste qu'on rencontre cette
problématique de guilty tax, notamment pour les holdings françaises. Donc ça, il faut faire attention. Alors, sur Jean-Philippe, je peux te laisser. Ouais, voilà. Sur les grands principes des successions-donations, bon, c'est des questions très complexes. Il faut avoir plusieurs choses en tête, notamment le fait que cette convention fiscale franco-américaine, elle est très avantageuse et il ne faut pas hésiter à faire appel à un spécialiste pour s'en servir. Notamment, elle est très avantageuse parce qu'elle fait échec à une réforme du droit fiscal français qui a fait rentrer dans les successions les biens des personnes bénéficiant de successions internationales et les biens notamment situés à l'étranger. Voilà. Euh, donc, attention, possibilité de bénéficier d'un régime d'exonération qui peut être très important. Ensuite, on a des stratégies qu'on peut mettre en place avant ou après le transfert de la résidence pour des transmissions. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois il est plus favorable de transmettre avant le retour en France, parfois il est plus favorable de transmettre avant le départ aux États-Unis. Pour faire simple, bon, en gros, on a une imposition en France de l'ensemble des biens lorsque le défunt est domicilié en France, mais on a une imposition aussi limitée lorsque le défunt est domicilié hors de France et la Convention attribue à chaque pays le droit d'imposer ou pas. Et si on a des cas où l'attribution du droit d'imposer n'est pas exclusive de l'imposition, on a des possibilités d'éliminer les doubles impositions. Cette convention est ancienne, elle est compliquée à lire, mais elle est très intéressante. Donc, je vous invite à nous interroger sur des cas précis euh, qui vous permettront de faire des économies sans doute substantielles. Exactement. Et une succession côté américain doit se préparer. Parce qu'on entend qu'il n'y a pas de droit de succession aux États-Unis. C'est vrai pour les personnes qui sont US citizens ou green card. C'est vrai jusqu'à hauteur de 13 millions de dollars. Mais en dessous de ça, enfin, si vous n'êtes pas US citizen ou green card, les règles ne sont plus du tout les mêmes. En tant que Français, vous avez droit à un abattement de 60 000 dollars sur la valeur du patrimoine transmis, donc ce qui est quand même assez faible. Et au-delà de ces 60 000 dollars, il y a un impôt calculé sur la valeur du patrimoine et qui est progressif et qui peut monter jusqu'à 40%. Donc, si vous avez par exemple un cas de figure qu'on rencontre souvent, ce sont des personnes qui ont été aux États-Unis de manière temporaire, qui ont acheté un bien immobilier, qui ont parfois des brokerage accounts, qu'ils ont ouverts à leur nom. Et puis, ils sont rentrés en France, ils ont perdu leur visa. Ils n'ont plus donc pas de green card, pas de citizenship. Ils décèdent. Là, d'un point de vue américain, on va avoir des droits qui vont s'appliquer sur le patrimoine américain, mais aussi toute une procédure qui est assez longue parce que pour pouvoir donner ou transmettre votre patrimoine à vos héritiers qui seraient en France, par exemple, il va falloir faire la déclaration de succession à l'IRS. L'IRS va mettre plusieurs mois, voire années, dans les cas les plus complexes, pour traiter votre déclaration. Et sans avoir le reçu de l'IRS suite à cette déclaration, eh bien, la banque ne pourra pas euh, vous donner accès à votre portefeuille de titres ou à votre compte bancaire à vos héritiers. Et donc là en fait, ce sont des comptes qui restent sans aucune gestion, ou dépendant des banques évidemment, mais ça peut être assez dommageable. Et si les héritiers ont besoin des fonds, ils ne peuvent pas en disposer. Pareil pour les biens immobiliers, ils ne pourront pas être vendus sans cette attestation de l'IRS. Évidemment, en plus des droits, il y a cette complexité administrative. Il y a des moyens pour minimiser tout ça. Mais là, c'est assez complexe. Ça pourrait à nouveau faire l'objet d'un webinaire. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour voir votre cas spécifique. Seul petit point qui est très rapide et qui peut s'appliquer, ça, c'est qui s'applique à tout le monde. Vous êtes aux États-Unis. Vous avez des parents, frères et sœurs, enfin, peu importe, ils sont résidents fiscaux français.
donc qui n'ont aucun lien avec les États-Unis d'un point de vue immigration ou d'un point de vue fiscal. Si vous recevez une donation côté américain, peu importe le montant, il n'y aura rien à payer. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien à déclarer. Si la donation ou l'héritage dépasse une valeur de 100 000 dollars, okay, donc perçue dans l'année, donc ça peut être plusieurs donations qui ont été faites à des moments différents, mais si au total dans l'année, vous avez perçu plus en valeur plus de 100 000 dollars, à ce moment-là, il faut déclarer ces éléments à l'IRS. Il n'y a pas d'impôt à payer, il faut déclarer. Sinon, c'est 10 000 dollars de pénalité. Et ça, ben, notre ami roumain n'a pas pu le faire sauter parce qu'il n'était pas concerné. Donc, les 10 000 dollars existent encore. Et puis, en plus, si vous percevez du cash qui a été versé sur un compte étranger, il faudra eh bien, le déclarer dans VOFMAR sous peine à nouveau de pénalité de 10 000 dollars. Si ce sont des parts de sociétés étrangères, c'est la même chose. Voilà. Il n'y aura pas d'impôt, il faudra quand même déclarer. Luc, tu veux continuer sur les Merci. principes de la convention? Non, c'est bon, j'avais fini ma partie. Je pense qu'on pourrait clôturer sur la dernière partie, du coup, le retour en France. Alors, on évoque deux points et on va en parler d'un troisième. L'impatriation et l'impôt sur la fortune. L'impatriation, ça c'est vraiment un point important à anticiper. C'est quelque chose qui peut générer une économie très très substantielle d'impôts. On parle jusqu'à 50% d'abattement en base sur votre salaire. Si vous avez un salaire assez élevé, ça représente une économie extrêmement substantielle. Il ne faut pas hésiter à challenger les employeurs. C'est quelque chose qui fait un peu peur parce que c'est un régime un peu spécifique. Les employeurs n'ont pas forcément envie de rentrer là-dedans. Mais en fait, il ne faut pas hésiter à les challenger. D'une part, il faut savoir qu'il y a une modification qui fait rentrer l'exonération forfaitaire de 30% dans les cas de mobilité intragroupe depuis 2019. Donc ça, c'est important. Il y a beaucoup de monde qui ne l'a pas en tête. Et deuxième point, c'est que c'est un très fort levier pour l'entreprise de rétention des salariés. Parce qu'en réalité, cette exonération qui peut être très importante, elle est appliquée pendant 8 ans à condition qu'on reste dans l'entreprise. Et du point de vue de l'entreprise, il peut y avoir une incentive très forte à aller chercher pour le salarié le bénéfice de ce régime pour garder le salarié dans l'entreprise. Voilà. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir. On discute avec les employeurs. Même si les employeurs ne sont pas d'accord, on peut mettre en place des régimes d'impatriation. Le deuxième point, c'est l'impôt sur la fortune. Là, vous avez un petit cadeau fiscal puisque vous êtes imposable pendant 5 ans que sur vos immeubles français. Vous n'êtes pas imposable sur votre appartement à New York. Attention, au bout de la 5e année, c'est facile d'oublier de le déclarer. J'ai le cas parfois. Voilà, il faut se noter ce point-là. Et dernier point, c'est l'exit tax américain. Jean-Philippe, c'est un cas particulier, mais ça arrive. Oui. L'exit tax américaine, ce que je viens de répondre, là, parce qu'on a pas mal de questions, j'essaye de répondre au fur et à mesure. Donc, ce que je disais à quelqu'un, non, on va pas rentrer dedans. Enfin, je vais en parler très rapidement, mais pas dans le détail, parce que c'est un sujet qui est assez complexe, qui dans la mise en œuvre, enfin, qui dans l'explication ne l'est peut-être pas, mais après, dans la mise en œuvre, est assez complexe. Donc, pour être très rapide là-dessus, sachez que l'exit tax américaine va s'appliquer uniquement si vous êtes green card ou US citizen, si vous êtes green card après 8 années de green card. Et donc, premier critère, 8 années de green card. Si vous n'avez pas 8 années de green card, pas d'exit tax. Au-delà de 8 années, il y a trois critères qui sont exclusifs les uns des autres. Donc, c'est-à-dire qu'il en suffit d'un pour que vous soyez soumis à l'exit tax. Premier critère, avoir un patrimoine individuel, puisqu'elle se calcule de manière individuelle, supérieur à 2 millions de dollars. Donc, on ne prend pas le patrimoine du couple, on prend votre patrimoine à vous. Deuxième critère,
avoir payé, alors là, ça évolue tous les ans, mais sur les 5 dernières années, à minima, je trouve que ça va passer en 2023, enfin, pour l'année 2023, 175 000 dollars d'impôts fédéraux. D'accord? Euh, et troisième critère, remplir un formulaire qui s'appelle le 8854. Donc, si on a plus de 8 années de green card, qui détaille en fait, qui dit est-ce que mon patrimoine, voilà, j'ai rendu ma green card à telle date, mon patrimoine est de tel montant, j'ai payé tant d'impôts sur les 5 dernières années, on parle du fédéral uniquement, et voilà. Et si vous dépassez les 2 millions de dollars ou les 175 000 d'impôts payés sur les 5 dernières années, à ce moment-là, vous détaillez votre patrimoine et il y a un calcul d'exit tax qui est fait. Euh, Très simplement, c'est plus complexe dans les faits, mais très simplement, si vous voulez avoir une idée, on prend pour son calcul, pour le calcul de l'exit tax, on prend la valeur de votre patrimoine mondial à votre date de départ, moins valeur de votre patrimoine, valeur d'acquisition de votre patrimoine mondial, avec quelques divergences en fonction du type d'actifs que vous avez. Voilà, je ne rentre pas plus loin. Donc, comme je le disais à ce monsieur qui m'écrivait, si vous êtes concerné, si vous y réfléchissez, n'hésitez pas à prendre rendez-vous là avec le lien que vous aurez en fin de présentation. Alors, on a voulu parler de quelques petits points, notamment de cas concrets hein, qu'on rencontre assez régulièrement, notamment la résidence principale. Attention, quand vous rentrez en France, il faut structurer le retour en France postérieurement à la vente de la résidence aux États-Unis. Sinon, elle devient taxable en France selon les règles françaises et en gros, on est à peu près à 37% d'imposition. Puisque, voilà. Attention, il y a un autre point d'attention, c'est Juste, vous je avez... me permets, ouais, juste, vas-y, Luc, je te coupe vas-y, vas-y. rapidement. Et puis, je crois qu'il faut qu'on se dépêche, on a beaucoup de Ouais, ouais, questions. ouais, ouais. Sur la vente de la résidence principale aux US, il y a une règle que certains connaissent, d'autres ne connaissent pas. Vous avez droit, par personne du foyer du couple, à 250 000 dollars d'abattement sur la plus-value réalisée si vous avez habité pendant à minima 2 ans dans le bien sur les 5 années qui précèdent sa vente. Donc, c'est pas forcément 2 ans d'affilée. Ça peut être 2 ans de manière éparpillée sur les 5 ans. Et donc, si vous êtes en marié, eh bien, vous avez droit à un abattement de 500 000 dollars. Donc, il se peut que lorsque vous vendez, vous avez habité 2 ans pendant 2 ans dans le bien, vous quittez les États-Unis pour rentrer en France, euh, vous vendez votre bien américain au bout d'un an, côté américain, il se peut que enfin, vous aurez plutôt droit à cet abattement de 500 000 dollars si vous êtes marié et 250 000 si vous ne l'êtes pas. Deuxième point qu'on rencontre, c'est les management package, MIP, etc. Vous avez des RSU, vous avez des stock options américains. Vous rentrez en France, attention, là c'est très complexe. Pour savoir quelle sera votre imposition, il faut d'abord étudier si les plans sont qualifiants ou pas. Et puis ensuite, il faut faire un calcul de répartition du droit d'imposer. Donc ça, c'est un travail qui demande pas mal d'analyse et pas mal de temps. Euh, Plusieurs fois. Et oui, ouais, ouais. ouais, vas-y. Euh, Ensuite, le cas classique, c'est vous avez une LLC aux États-Unis. Qu'est-ce que vous rentrez en France, qu'est-ce qu'on fait? Bah là, on a plein de stratégies. Le principe de base, c'est analyse juridique de la société pour déterminer le régime fiscal français. Mais on a aussi la doctrine administrative qui nous permet parfois d'avoir un choix, en fait, soit une transparence, soit une non-transparence. Et après, on a un travail avec Jean-Philippe pour répartir la base d'imposition. Tout à fait. Donc là, bon, côté US, si vous êtes transparent, vous payez les impôts, même si vous êtes
non résident, donc vous n'êtes pas green card, vous n'êtes pas US citizen, vous êtes rentré en France, vous êtes non résident. Si la LLC est transparente fiscalement, vous allez payer les impôts aux États-Unis en tant que non résident ou non résidente sur votre quote-part du résultat de la société. Et vous allez avoir un crédit d'impôt en France et les crédits seront différents en fonction de la nature du revenu. Enfin, on a la question des holdings. Alors, les holdings, c'est toujours complexe dans la fiscalité internationale. C'est toujours vu comme une piste d'optimisation par le législateur et donc il y a des législations qui sont souvent restrictives. Voilà, vous avez une holding en France, aux États-Unis, vous changez de pays, il faut venir nous voir parce que là, on a des conséquences qui peuvent être assez dramatiques si on ne respecte pas un certain nombre de critères, de substances, etc. Voilà. D'un point de vue fiscal français, vous arrivez aussi en France, vous avez des comptes étrangers, vous avez des trusts étrangers, vous avez des assurances vie américaines. Attention, il y a des obligations déclaratives en termes de compliance et il y a des obligations déclaratives en termes de revenus. Voilà. Voilà, donc là, notre présentation est terminée. C'était très dense, beaucoup de sujets ont été abordés. Donc, je crois que maintenant, c'est la place aux questions. Il y a beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre à quelques-unes d'entre elles en même temps que je faisais la présentation. N'hésitez pas, vous avez un QR code qui va vous renvoyer vers un calendrier qui va bloquer un rendez-vous pour Luc et moi. Donc, nous pouvons faire un appel groupé, ce qui permettra de répondre à la plupart de vos questions en général. Magnifique. Merci à tous. Merci à tous les deux. Donc là, j'ai testé, hein, le QR code fonctionne. Donc, je pense que vous connaissez tous maintenant les QR codes. Au restaurant, on a l'habitude. Donc, vous prenez votre appareil photo, vous scannez. Le prochain rendez-vous disponible est demain et ensuite le 21. Et puis après, il y a encore des créneaux les mardis et les mercredis. Euh, Merci à tous les deux. Alors, ce que je vais essayer de faire, parce il nous reste pas énormément de temps, je vais essayer de prendre les questions d'ordre général, parce qu'on en a reçu beaucoup. Et puis après, s'il y a des cas particuliers, je vous invite vraiment à avoir un avis personnalisé en scannant ce code. Je pense que ça vaut le coup. Euh, Il y a Jean qui nous dit, est-ce qu'il y a des formulaires spécifiques à remplir avec l'iOS? Ah oui, beaucoup. Là, la liste serait trop longue. Je ne sais pas pour quoi c'était, mais bon, quoi correspondait la question, mais le Bah, colonne vertébrale de la déclaration numérique. une grosse Ouais, déclaration pardon. américaine, c'est 200 pages. Ouais. Encore, elle n'est pas Et forcément grosse. encore, c'est... La, Ouais. la plus grosse que nous ayons eue au cabinet cette année faisait 1000 pages, un peu plus de 1000 Ouais. pages. Ça peut, le compte, ça va très vite. Et une déclaration standard va faire une trentaine de pages, si elle est On simple. a, Voilà. ouais. Je vous laisse voir Jean en direct, peut-être avec Jean-Philippe et Luc. Christelle nous demande, la Californie reconnaît le crédit d'impôt sur les revenus immobiliers. Est-ce Non, que oui ou non? non. Si ce sont des revenus français, non. Si les revenus proviennent de notre État, oui. D'ailleurs, ça s'applique aussi à New York, hein. Ma réponse est la même pour les deux États. Mais non, vous avez payé les impôts en France, vous n'aurez pas droit à un crédit d'impôt en Californie. La solution, déménager en Floride. J'ai perdu tout le monde. Alors, il y a Un Gérard qui nous instant. dit qu'il n'arrive pas à scanner le QR code. Gérard, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le mettre dans le chat. Ou si jamais, Luc, Jean-Philippe, vous avez l'URL vers votre Calendly, si vous pouvez juste le mettre dans le chat ou, ou me l'envoyer. J'ai coupé le share pour aller chercher Ouais. l'URL. Au pire, on pourra remettre aussi le QR code après.
On a Pascal, allez, je vois quelques cas particuliers. Je vois Pascal Anne qui nous dit I'm a university professor in the US. I have double citizenship. I will retire in France and so receive my US pension in France. Do I have to declare both in US and France? And will I be taxed twice? Euh, Alors, pour tout, bah, ouais, vas-y. Luc, fait la partie américaine et après, tu laisses faire la partie Ouais. française. Pour tout ce qui est retraite de source américaine, vous serez taxé aux États-Unis à votre taux ordinaire. D'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux qui ne sont pas résidents, qui ne sont pas green card, ni US citizen et qui vont rentrer en France, si vous avez les 401k, des IRA, l'IRS va vous taxer à un taux fixe de 30%. Quand vous êtes US citizen ou green card, ben, à ce moment-là, vous êtes taxé à votre taux ordinaire côté américain. Donc oui, il va falloir le déclarer aux États-Unis et madame, n'oubliez pas non plus de déclarer vos comptes étrangers. Et Parfait. en France, il faudra le déclarer, mais vous aurez un crédit d'impôt qui va vous permettre d'effacer la double imposition. Ce sera en réalité, ça fera augmenter un peu votre taux effectif d'imposition en France, mais ce ne sera pas effectivement imposé. Parfait. J'ai remis, pour ceux qui n'arrivaient pas à scanner le QR code, j'ai remis le lien vers Calendly dans le chat. Donc, vous avez juste à cliquer en bas de votre écran et vous avez le lien. On a Lionel qui nous dit les PFIC est suivi par les assurances vie. C'est payer des impôts sur les gains non réalisés, ce qui est bête. C'est un désastre à gérer. L'autre option est encore pire puisque j'ai dû aller 20 ans en arrière. C'était 600 pages puisque chaque dividende doit être fiscalisé. C'est donné 80% à l'IRS. Vendre toute action non cotée aux US, c'est la seule bonne réponse. Est-ce que vous validez l'analyse de Lionel? Alors, je pense que Lionel, pas, ça reprend notre intervention sur l'assurance vie. Effectivement, il a raison, donc ça rejoint ce que je dis sur les assurances vie. Après, sur les actions non cotées, non, je suis pas forcément d'accord, parce que ça va dépendre de la valorisation. Ça dépend aussi une action non cotée, elle peut être détenue via un portefeuille de titres, elle peut être détenue en direct. Si elle est détenue en direct, ce n'est pas un coût fixe. Si elle est détenue via un portefeuille de titres, tout dépendra de qui a la gestion de ce portefeuille. Donc là, il y a pas, alors, sa réponse peut être bonne dans son cas, mais elle peut être mauvaise dans le cas de quelqu'un d'autre. Voilà, donc là, il y a pas de généralité là-dessus. À part pour l'assurance vie. Bon, là, on est tous d'accord. Parfait. On a un auditeur anonyme qui nous dit, une auditrice, double citoyenne, vivant et payant mes taxes à l'IRS. Mon compte bancaire en France n'est pas déclaré, pas de revenus, mes fonds venant d'un héritage. Faut-il le déclarer à ma prochaine déclaration IRS? Si oui, quelles conséquences? Ou plutôt continuer sans déclarer? Alors évidemment, je ne vais jamais vous conseiller de ne pas déclarer, surtout après ce que j'ai dit au début. Euh, non, oui, il faut le déclarer. Après, enfin, il faut le déclarer si, comme je disais tout à l'heure, en cumulant l'ensemble de vos comptes étrangers, vous dépassez 10 000 dollars de valeur, il faut le déclarer parce que vous avez un risque de pénalité de 10 000 dollars, ne serait-ce que pour le FBAR. Et puis, s'il y a un autre formulaire qui s'appelle le 8938 venait à s'appliquer, ce sont 10 000 dollars de plus. Et c'est par année. Donc, si on cumule les deux, c'est 20 000 dollars de pénalité. Vous êtes à risque de 20 000 dollars pour ce compte-là. Il y a des procédures de régularisation qui existent. On en fait beaucoup au sein du cabinet. Et à ce moment-là, comme là aussi, je ne peux pas donner de réponse générale, tout dépend de votre cas de figure, je vous invite à prendre un rendez-vous pour que nous puissions étudier votre situation. Mais oui, il faut le déclarer, absolument. Et les banques françaises envoient vos informations bancaires à l'IRS, donc ils le savent. Parfait. On a un autre auditeur anonyme qui nous dit, je suis binational français-américain. Si je déménage des US en France le 8 juillet 2024, est-ce que je peux dire que j'ai résidé en France moins de 183 jours et donc ne pas faire d'impôt français pour 2023? Alors, désolé, j'ai pas vu la question. Elle est dans... je vais te la réafficher. Ouais. Euh, Binational franco-américain. voilà.
si je déménage des US en France le 8 juillet 2024, est-ce que je peux dire que j'ai résidé en France moins de 183 jours et donc ne Non, pas faire non, non. d'impôt français en 2023? Non, 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 non. Alors, c'est plus complexe que ça, mais si cette personne-là arrive en France et prend une location ou va vivre dans un foyer d'habitation permanent, elle sera résidente fiscale française dès le premier jour. Et donc, elle devra déclarer ses impôts de source mondiale dès le premier jour de transfert de résidence en France. Là, la question était si je déménage. Ah, je déménage des Ouais, US en ouais, France. Ok, donc c'est parfait. ouais, C'est parfait. ouais. Micheline nous demande, je viens d'avoir la carte verte, je vis chez mon fils aux États-Unis où je vais rester une partie de l'année et une autre partie de l'année dans ma maison en France. Je touche ma pension de retraite en France et mes attaches sont en France, maison, famille. Dois-je déclarer mon adresse chez mon fils à l'IRS en faisant ma déclaration d'impôt et dois-je déclarer mes impôts au centre des non-résidents en France où je peux garder mon centre d'impôt en France? Oui, bah, Euh, bah, pardon, excuse-moi, Luc, tu veux y Vas-y. aller? Vas-y. Bah, j'ai l'impression que là, cette dame a sa résidence fiscale aux États-Unis, en plus d'avoir la green card. Elle est plus résidente française. Elle doit en effet déclarer le changement d'adresse et elle doit s'affilier au centre des non-résidents. Euh, voilà, sa retraite sera imposée selon les règles des non-résidents. Du côté américain, c'est très simple. Vous habitez chez votre fils aux États-Unis, donc effectivement, il faudra indiquer l'adresse de votre fils sur votre déclaration et vous pouvez déjà envoyer votre changement d'adresse à l'IRS. Étant donné que nous sommes en fin d'année et que le formulaire de changement d'adresse est envoyé papier et les délais de traitement de l'IRS, peut-être qu'il vaut mieux le procéder à l'inscription de l'adresse de votre fils directement sur votre déclaration de revenus, ça ira plus vite que si vous leur envoyez un courrier avec un changement d'adresse. Parfait. On a un auditeur anonyme qui nous dit, je rentre en France, est-ce que mes comptes américains doivent être déclarés? Et si oui, euh, ils doivent être déclarés. Est-ce que cela influencera le taux d'imposition en France? Alors, la réponse c'est oui, ils doivent être déclarés, sous peine de pénalité, 1500 euros par compte non déclaré, et pénalités qui sont applicables pendant 5 ans. Et ensuite, oui, ça modifiera son taux d'imposition, mais ça modifiera aussi son impôt, puisque maintenant, étant soumis aux revenus de source mondiale, il sera imposable sur notamment les dividendes qu'il perçoit de ses comptes. Il va sans doute payer une retenue à la source aux États-Unis, 15%. En règle générale, il bénéficiera d'un crédit d'impôt sur cette retenue à la source. Parfait. Euh, alors, on a Gérard qui nous dit, retraité en France, seul revenu pension de retraite française, green card, marié à citoyen US. Je déclare tous mes comptes français aux États-Unis. Je reste propriétaire de mon appartement en France, non loué, non loué. En 2022, succession de mon père en France, puis vente du bien immobilier hérité. Quelle déclaration faire à l'IRS? Ah. Ouais, il y a pas mal d'éléments. Bon, votre pension de retraite française va être déclarable à la IRS. Elle ne sera pas imposable en application de la convention fiscale. Il faut ajouter à cela un formulaire qui va vous exempter d'imposition, de calcul d'imposition sur votre retraite française. C'est le seul revenu aux États-Unis qui ne va pas rentrer dans le cadre des demandes de crédit d'impôt, hein, de ping-pong de crédit d'impôt entre les deux pays. Là, la retraite française n'est pas du tout imposable, elle ne rentre même pas dans le calcul de votre taux d'imposition. Il faut évidemment demander l'application de la convention fiscale. Pour ce qui est de la succession du père de ce monsieur, elle a eu lieu en 2022. Si elle avait une valeur de plus de 100 000 dollars, eh bien, il aurait fallu la déclarer via un formulaire qui s'appelle le 3520. Sinon, on a un risque de pénalité de 10 000 dollars. Et bien sûr, la vente du bien, si elle a eu lieu en 2022 ou même si elle a eu lieu en 2023, même si la succession
représentait moins de 100 000 dollars, il faut déclarer cette vente aux États-Unis et potentiellement y payer un impôt sur la plus-value. Si un impôt est payable en France sur cette plus-value, alors il y aura droit à crédit d'impôt. Paul nous dit je suis binational et vis aux US depuis 20 ans. J'ai des biens immobiliers en France. Est-ce que mes enfants paieront un impôt de succession en France lors de mon décès? Ils sont binationaux mais n'ont jamais vécu en France. Pardon. Est-ce que tu peux me faire réapparaître la question, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Euh, je l'ai fait Alors, réapparaître. oui, les biens immobiliers en France, droit de succession en France. Euh, c'est le pays qui a le droit d'imposer au terme de la Convention. Euh, donc bien situé en France, imposition en France. Et imposition aux États-Unis avec crédit d'impôt, c'est ça, Jean-Philippe? Exactement, mais non, côté, attendez, Paul. elle est où la question? Paul, Ouais, ouais. c'est la deuxième. Non, côté américain, si tout le monde est US citizen, à ce moment-là, il n'y aura pas d'impôt à payer, enfin, à moins que le patrimoine transmis soit supérieur à 13 millions de dollars. Ouais, voilà. Voilà. Et après, si les enfants vendent les biens immobiliers, évidemment, là, il faudra déclarer la plus-value réalisée avec prise en compte de ce qui s'appelle le step-up-in basis, c'est-à-dire que les enfants vont hériter de la valeur du bien à la date, non pas à laquelle il a été acquis, mais de sa valeur de marché à la date à laquelle ils ont pris possession du bien. Voilà. Donc ça Mais pas en servira cas pour de le calcul de donation. la plus-value. Ce qui n'est pas le cas en cas de donation. Exactement. Ok. Je pense qu'on va clôturer là parce que normalement, on essaie de se limiter à 60 minutes. On a bien dépassé. Jean-Philippe, est-ce que tu veux peut-être réafficher le QR code s'il y a des gens qui souhaitent prendre rendez-vous? Oui, ok, ok. Voilà. Hop, 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 Euh, hop, 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 hop. j'ai aussi mis vos emails au cas où euh, en répondant à une question. Donc, si voilà, s'il y a quoi que ce soit, si vous n'arrivez pas à retrouver les contacts de Jean-Philippe et de Luc, vous pouvez toujours me faire un mail. C'est donc Romain Poirot, rpoirot@frenchmorning.com. Et vous avez aussi d'ailleurs les emails qui sont affichés à l'écran maintenant de Luc et de Jean-Philippe. Donc, je pense que voilà, vous avez toutes les informations nécessaires. Merci encore de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. Merci Jean-Philippe, merci Luc d'avoir pris le temps aujourd'hui d'expliquer un dossier euh, complexe. Et puis, je sais que vous reviendrez. En tout cas, Luc, je suis sûr qu'on te reverra l'année prochaine. Et puis, Jean-Philippe, je crois qu'on te revoit la semaine Semaine prochaine prochaine. Ouais. sur un autre sujet. Donc, voilà. Super. Merci Merci. encore. Bon Merci. après-midi, bonne journée où que vous soyez dans le monde. À bientôt sur French Morning. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.